Donc, bienvenue à la 4e séance de ce colloque, la relecture d'un passé québécois. Donc, pour commencer, Félix-Antoine Tétu, un étudiant en histoire ici à l'Université de Sherbrooke, va nous adresser à ce sujet. Il travaille sous la direction de Benoît Grenier sur la reproduction sociale et la notabilité des meuniers en Nouvelle-France. Aujourd'hui, il va nous lancer un appel pour une révision de l'historiographie afin de remettre les meuniers au cœur de l'alimentation en Nouvelle-France. Donc, sans plus tarder, Félix. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, cette communication est inspirée par des réflexions que j'entretiens depuis plusieurs mois au travers de nombreuses lectures que j'entreprends justement dans le cadre de mon mémoire de maîtrise qui a pour objectif, plus spécifiquement, d'étudier les stratégies familiales chez les familles de meuniers ainsi que leur ascension au sein de la notabilité rurale en Nouvelle-France. Mes lectures m'ont amené à constater une absence de marque dans l'historiographie canadienne autour de la question du blé, principalement traitée comme simple commodité qui permet d'observer l'évolution de la logique commerciale dans la colonie, ou bien comme source de revenus des différentes élites. Le portrait global, hérité des travaux de grands historiens et historiennes, notamment Fernand Ouellette et Louise Deschênes, semble exclure le meunier ainsi que son rôle fondamental dans une société obsédée par la disponibilité de la farine et du pain. Cette impression fait écho aux travaux de Stephen Kaplan, spécialiste de l'approvisionnement dans la France de l'Ancien Régime, qui écrivait au sujet de l'historiographie française, et je cite, « Le grain est, à sa manière, présent dans tous les ouvrages érudits traitant de l'Ancien Régime, mais le plus souvent en arrière-plan, évoqué de façon étonnamment abstraite, symbolique, et, à s'en tenir aux seules données fournies par certaines de ces études qui font, au demeurant, autorité, on serait presque tenté de croire qu'il n'est besoin pour la confection du pain ni du grain ni de la farine. » Fin de la citation. Nous ne pouvons donc pas simplement traiter du blé que pour en faire une histoire économique où l'on suit l'évolution des prix sur une base annuelle pour en tirer des conclusions politiques. Il me semble important de commencer cette communication en vous offrant un portrait de la production historienne afin de mieux pouvoir y insérer le meunier par la suite. Il ne sera cependant pas ici question de vous dresser un bilan historiographique à savoir très académique en insistant sur les ouvrages et les auteurs, mais bien de vous illustrer la vision qui semble se dégager à la lecture de tous ces travaux. Commençons ce survol au début du 18e siècle et regardons son évolution sur la durée entière de ce dernier. La chaîne d'approvisionnement semble assez simple. Les paysans produiraient, en fonction des années, du climat, des intempéries, du cycle familial ainsi que les talents de chacun, des surplus agricoles sous forme de grains ou de blé. Ces surplus quitteraient les granges des habitants en moyen de remboursement de dettes ou de paiement envers les marchands ruraux qui tiennent des magasins généraux ou bien en les vendant directement à des marchands itinérants qui parcourent les campagnes afin d'acheter des surplus directement aux habitants afin de les vendre ensuite à d'autres marchands établis. C'est par ces voies que le blé sortirait des campagnes pour atteindre les entrepôts des réels marchands de blé. Les marchands de blé achètent les grains et louent à bail des moulins où ils transforment le grain en farine. D'autres s'installent près de meuneries, dont Terrebonne est probablement la plus importante à cette époque. Les marchands de plus grande envergure emploient ensuite des boulangers afin de transformer la farine en biscuits dans le but d'intégrer le marché intercolonial sur lequel le Canada a pour mission d'alimenter les autres colonies d'Amérique en farine, soit l'Acadie et les Antilles, ou bien les troupes de la marine dans leurs différents postes sur le continent. Québec demeure le port duquel s'effectuent les importations, forçant les marchands montréalais à faire descendre leurs marchandises par voie fluviale le long du fleuve Saint-Laurent, du moins jusqu'à l'ouverture des marchés de l'Ouest canadien. Le tournant du 19e siècle amène de nombreux changements de ce commerce puisque l'on voit un réel désir de la part des marchands montréalais de prendre possession du marché. Les décennies 1790 à 1830 voient de nombreuses meuneries commerciales s'établir sur les rives du Richelieu, notamment à Chambly, à la Chine, où 2 moulins œuvrent simultanément. Finalement, ce sont les Sulpiciens qui, à partir de 1810, transforment leurs moulins qui avaient jusqu'alors un objectif d'approvisionnement pour la population en véritable complexe industriel. Saint-Hyacinthe ne fait pas exception à ce développement et l'on observe rapidement la transformation d'une meunerie artisanale en une meunerie industrielle, en l'espace de quelques décennies. Ce récit, basé sur de nombreux travaux rigoureux de la part de la communauté historienne, semble néanmoins faire abstraction d'un élément de contexte qui m'apparaît essentiel, soit le régime seigneurial et son cadre coutumier et social. En effet, les seigneurs sont intégrés à ce récit que sous la forme du seigneur entrepreneur qui utilise ses ressources financières et son accès au blé des censitaires afin de se positionner comme marchand de blé, ou bien comme un seigneur archaïque qui ne fait que ralentir le progrès par son attachement à un système féodal non réconciliable avec le capitalisme et le progrès libéral qu'amène le 19e siècle. Il me paraît plutôt incomplet que de réduire à si peu l'impact de ce régime qui est présent tout au long de la période étudiée.
En effet, l'ensemble des questionnements et hypothèses motivant la rédaction de mon mémoire de maîtrise proviennent de l'intersection unique à laquelle se situe le meunier canadien, entre artisan rural et agent seigneurial, contraint de travailler pour le seigneur, seul individu possédant le droit de construire et de faire tourner des moulins à farine en Nouvelle-France. Au Canada, le droit de banalité dicte que les seigneurs possèdent la banalité des moulins à farine, étant les seuls à pouvoir en ériger. En contrepartie, ils sont théoriquement obligés d'en construire un sur leur fief et les censitaires ne peuvent faire moudre leurs grains qu'au moulin du seigneur. Les meuniers se font céder à bail ces moulins, propriété seigneuriale, et sont ainsi appelés à devenir des agents seigneuriaux de par leurs responsabilités et leurs intérêts communs à ceux des seigneurs. Au début du 18e siècle, le meunier canadien est souvent un artisan rural n'ayant point reçu de formation, ayant principalement appris sur le tas et confiné à un moulin à vent, quelquefois à eau. C'est une époque où la première génération de Canadiens commence à investir le nouveau front pionnier et où très peu de seigneuries possèdent une base démographique suffisamment importante pour que les seigneurs laïcs décident d'investir dans la construction de moulins à farine, les seigneurs ecclésiastiques possédant généralement un capital suffisant pour le faire. La majorité des moulins étant alors la propriété de seigneurs ecclésiastiques. Plusieurs seigneurs ne possèdent pas de moulins, laissant plusieurs censitaires, désolé de la répétition, dans des régions périphériques. Rares sont les meuniers qui peuvent vivre exclusivement des revenus tirés des moulins, devant généralement exploiter une terre simultanément. Il n'est peut-être pas surprenant d'observer nombre de vols de la part des meuniers qui trichent de plusieurs manières afin d'augmenter la part de grains qui leur est due par le droit de mouture. D'ailleurs, il serait faux de croire que tous les meuniers sont alors meuniers. Plusieurs seigneurs, notamment les Sulpiciens, baillent à ferme leurs moulins peu rentables à des individus ne possédant pas les compétences nécessaires à la transformation du blé en farine et à l'entretien et la réparation d'un instrument aussi complexe qu'est un moulin à farine. La croissance démographique dans la première moitié du 18e siècle augmente le nombre de seigneuries et de terres cultivées et donc le nombre de céréales produites, mises sur le marché, mais également la demande pour celles-ci. Les études sur le monde rural démontrent que la masse paysanne est l'une des plus grandes consommatrices de blé et non pas le marché international. La dureté et les nombreuses années que représente le défrichement d'une terre en bois debout, les aléas du climat, les talents individuels de chacun et la qualité inégale des terres sont toutes des raisons qui expliquent que le blé n'atteint pas toujours le marché. La solidarité paysanne implique que le prêt de grains ou de farine entre les différentes familles d'une même communauté est chose courante. C'est dans ce contexte que se transforme le meunier au Canada. Un dépouillement des baux, contrat de mariage, inventaire après décès, marché de construction, archives judiciaires, acte d'état civil, révèle que le nombre de meuniers s'identifiant aussi comme fariniers augmente considérablement tout au long de la première moitié du 18e siècle. Cette déclaration de profession n'est pas le résultat d'une préférence de la part des individus ou d'une transformation ou adaptation linguistique s'opérant dans la colonie, mais bien d'un changement de perception. Les meuniers se considèrent également marchands de farine en plus de meuniers. Les moulins se sont multipliés et deviennent l'un des lieux de sociabilité les plus importants avec l'Église. Souvent construits près l'un de l'autre, ces bâtiments forment le centre des communautés, s'imposant comme des noyaux villageois qui évolueront graduellement en villages. Ce sont en fait les seuls lieux que tous les censitaires côtoient. Si le moulin se retrouve au cœur de la communauté, il en va de soi que le meunier se retrouve également. C'est alors que la proportion de blé amené au moulin permet à certains meuniers, en fonction des conditions du bail et du nombre de censitaires, d'accumuler des surplus de farine suite au prélèvement qui impose le droit de banalité, soit 1/14 de tous les blés et grains portés moudre au moulin. Ces blés, transformés en farine par le meunier, sont alors divisés entre le seigneur et le meunier. Ils sont, dans la majorité des cas, entreposés directement au moulin et sous la supervision du meunier. Le moulin devient le principal entrepôt de grains en milieu rural et parfois même en milieu urbain, dû au faible nombre de greniers à blé à Québec et à Montréal. Certes, les habitants conservent du blé dans leurs granges, refusant de les vendre malgré les pressions faites par les autorités et les marchands, sont en mesure d'en acheter ou d'en accumuler, mais ce sont les meuniers qui possèdent dans leur moulin le plus grand stock de farine. Lorsque ceux-ci sont en mesure de vivre grâce aux revenus associés à leur métier, plusieurs se retrouvent en position privilégiée pour intégrer le commerce du blé. J'ai fait ici une parenthèse pour poser la question suivante. Dans quelle mesure les curés de campagne peuvent-ils également devenir des agents dans cette chaîne d'approvisionnement, eux qui, grâce à la dîme, peuvent également accumuler des surplus de grains ou de farine non négligeables dans certaines paroisses anciennes et abondamment peuplées? C'est du moins le cas de plusieurs curés au 19e siècle. Le meunier n'est cependant pas qu'un marchand de blé qui fait circuler ce dernier vers la ville. Il semblerait en effet que plusieurs utilisent leur position particulière dans leur communauté pour participer à l'effort de solidarité caractérisant les milieux paysans. J'observe plusieurs meuniers qui prêtent à d'autres habitants car le blé est beaucoup plus qu'une denrée commerciale, c'est aussi la base de l'alimentation et le meunier est un agent social et non qu'un agent purement économique.
Nombre de meuniers occupent les fonctions de capitaine de milice tout au long du 18e siècle, témoignant du respect qu'ils inspirent dans les paroisses où ils résident. Cependant, je ne vais pas m'égarer davantage pour vous convaincre de la notabilité des meuniers. Vous irez lire mon 3e chapitre. Nous observons que plusieurs meuniers s'élèvent dans la hiérarchie socio-économique autour des années 1740, justement grâce à la vente de farine. C'est notamment le cas de 2 grandes familles du gouvernement de Québec, les Nadeau et les Derry, mais également de plusieurs autres meuniers à plus petite échelle qui se démarquent de la masse paysanne dans leurs communautés respectives. Notons que le phénomène est également observé par l'historienne Catherine Objoie à propos des meuniers de l'île de Montréal. Antoine Nadeau s'élève des rangs de la meunerie rurale jusqu'au cercle marchand de la ville de Québec, possédant une résidence même à même la ville, et fait même l'acquisition d'une embarcation dans le but de bonifier sa position commerciale. Chez les Derry, c'est l'insertion aux milieux seigneuriaux, l'achat d'une seigneurie et le double rôle de seigneur meunier que l'un des membres de la famille occupe qui témoigne de cette ascension sociale grâce, notamment, à des stratégies familiales, mais aussi comme résultat de leur position en tant que marchand de blé important. Le changement de régime politique suite à la conquête est une période intéressante, surtout dans le cadre de cette communication, puisque cette transition est également présente dans l'historiographie. En effet, Louise Lechêne ne s'intéresse qu'au régime français, tandis que Fernand Ouellette débute son étude en 1760. Les autres travaux que j'ai recensés posent leur cadre temporel dans le régime anglais. La conquête peut représenter une rupture pertinente lorsqu'on s'intéresse aux marchands, puisque ce groupe est directement affecté par un changement de régime politique et le renouvellement de l'administration coloniale et le changement de métropole. Les marchands doivent recréer leur réseau, leurs contacts, trouver de nouveaux fournisseurs, etc. D'ailleurs, pour citer un historien dont je vais taire le nom, Benoît Grenier, ça ferait une étude vraiment intéressante à faire en mémoire de maîtrise. Cette réalité n'affecte cependant pas, merci Emmanuel, cette réalité n'affecte cependant pas, ou du moins à une échelle beaucoup plus restreinte, les meuniers du gouvernement de Québec, puisque le régime seigneurial ainsi que la majorité des seigneurs restent en place. Certes, certains nobles retournent en France lors de la décennie suivant la prise de Québec, mais la forte proportion de seigneurs roturiers ou ecclésiastiques, en plus des nobles qui restent au pays, maintiennent la stabilité dans l'administration seigneuriale. Les baux de moulins ne sont pas affectés par le changement de régime et les meuniers demeurent en poste dans leurs moulins respectifs jusqu'à l'expiration des baux. D'ailleurs, je remarque aucun renouvellement des meuniers suite à la conquête. En fait, il semblerait que seuls 2 nouveaux meuniers, soit 2 soldats, un Allemand et un Britannique, qui arrivent avec les forces d'invasion, vont devenir meuniers par la suite et ils pratiqueront dans des seigneuries possédées par des seigneurs allemands et britanniques qui préfèrent probablement se tourner vers des individus qu'ils connaissent déjà. Cette stabilité, bien que ses impacts soient difficiles à évaluer, permet aux fariniers de maintenir et même bonifier leur participation au commerce du blé. Les décennies 1760-1770 permettent d'observer une autre transformation dans le groupe de meuniers du gouvernement de Québec, soit la transition de plusieurs meuniers vers la profession d'entrepreneur de moulins. Ceux-ci sont recrutés par plusieurs seigneurs afin de construire ou de superviser la construction de nouveaux moulins, l'élargissement de moulins déjà existants et ajoutant des moulanges, augmentant ainsi leur capacité de production. Ces entrepreneurs de moulins s'acquittent généralement des coûts que représente l'achat de matériaux et engagent à leur tour d'autres employés pour réaliser les travaux de charpenterie et de menuiserie, s'ils ne sont pas en mesure de les faire eux-mêmes. Certains meuniers en viennent même qu'à créer des sociétés afin de se spécialiser exclusivement dans la construction de moulins. Ces entrepreneurs, virtuellement absents dans les archives sur le régime français, sont tous des individus que j'ai préalablement identifiés comme meuniers, ou bien des fils de meuniers qui auraient eux-mêmes exercé la profession pendant quelques années ou ayant vraisemblablement été formés en tant que meuniers auprès de leur père ou autres membres de la famille. Notons à ce titre que les 2/3 des meuniers du gouvernement de Québec appartiennent à une famille de meuniers. Néanmoins, ce qui m'apparaît le plus intéressant est que ces entrepreneurs continuent à exercer la profession de meunier. Je retrouve pour ces individus des baux de moulins ainsi que des marchés de construction aux mêmes années. Dans un cas extrême, le meunier Joseph Barbeau a à son nom 3 moulins simultanément. Il s'agit ici de moulins à farine, car il n'est pas rare que le meunier reçoive et un moulin à farine, voire 2, ainsi qu'un moulin à scie. Je démontre déjà dans mon mémoire que le travail de meunier est, à l'instar des autres entreprises artisanales, un travail familial où les enfants, mais surtout la meunière, se chargent de nombreuses tâches vitales à la confection de la farine. Il va donc sans doute que les meuniers qui reçoivent à ferme plus d'un moulin engagent par la suite d'autres meuniers pour faire tourner ces moulins. Ceci demeure néanmoins une hypothèse, puisque je n'ai trouvé aucun acte notarié appuyant cette réflexion. Je crois cependant que ce serait ainsi que plusieurs fils de meuniers, devenant à leur tour meuniers, obtiendraient leur première expérience sans faire les frais d'une visite chez le notaire.
Au tournant de la décennie 1770, les meuniers du gouvernement de Québec sont à la fois artisans moulangeurs, parfois notables dans leur communauté, fariniers, marchands et entrepreneurs de moulins et organisés en réseaux familiaux interconnectés. Ils sont ainsi les mieux placés pour agir directement dans le mouvement de proto-industrialisation qui s'opère dans le monde de la meunerie dans les 30 dernières années du 18e siècle, spécifiquement autour de la ville de Québec. De nouvelles considérations se glissent alors dans les baux des moulins cédés aux meuniers. Plusieurs moulins, tels que mentionnés précédemment, sont bonifiés d'un ou deux moulanges, portant leur nombre à 3, parfois 4. Jusqu'alors, la colonie n'en comptait moins de 10. Avec 4 moulanges, pas 10 moulins, évidemment. Notamment à Terrebonne pour Montréal et au Petit-Pré, près de Beauport, pour Québec. Les seigneurs font de plus en plus pour ces moulins la distinction entre le blé des habitants et le blé des bourgeois, imposant une répartition de moutures différentes entre eux et leurs meuniers en fonction de la provenance des grains. Plusieurs seigneurs font également construire de granges additionnelles et même des quais, spécifiant que le meunier peut employer des journaliers affectés au chargement et déchargement des embarcations des bourgeois. On assiste à une transformation de la logique meunière qui se réorganise afin d'exporter une plus grande quantité de blé, dont la demande internationale est influencée par les guerres menées par l'Empire britannique, notamment lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. Le seigneur Antoine Juchereau du Chesnay est probablement l'un des seigneurs les plus proactifs dans ce mouvement de transformation, faisant construire une meunerie très importante sur la rivière Cap-Rouge en 1770, versant à Joseph Barbeau, son premier constructeur, la somme de 12 000 livres et la totalité des moutures pour une période de 8 ans. Il est intéressant de constater que ce mouvement de bonification des moulins pour leur donner une visée commerciale prend naissance à Québec près de 20 ans avant la région de Montréal. Donc, en conclusion, j'espère que par la présente communication, j'aurai su vous convaincre qu'il est important de revoir l'historiographie québécoise concernant les questions de l'approvisionnement et des subsistances, du commerce des céréales et du développement de la meunerie, qui nous est héritée des années 1970-1980, où l'histoire économique et l'histoire marxiste ont raconté ce récit en insistant trop peu, selon moi, sur l'importance sociale du blé et de l'un de ses acteurs principaux, le meunier. Je crois que la relecture du régime seigneurial entamé dans les années 1990 permet de mieux comprendre et cerner la position du meunier comme agent seigneurial. Finalement, je souhaite que mes recherches puissent, bien modestement, attirer le regard d'autres chercheurs et chercheuses sur les meuniers comme agents actifs et importants de leur communauté rurale. Merci.